Bonjour à toutes et bienvenue dans le Lab Quark, le podcast des passionnés du digital learning. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur battant de toute formation en ligne, la plateforme LMS. Et pour ceci, on a la chance de recevoir un acteur bien connu du secteur, Nicolas Francanet, directeur commercial de Dokeos. Bonjour Nicolas. Bonjour Tania. Et bienvenue. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Donc on va commencer tout de suite par une séquence de vrai-faux. Je vais te donner des affirmations et tu vas m'indiquer si selon toi c'est vrai ou faux. Allons-y. Alors, un bon contenu se suffit à lui-même, peu importe la plateforme. Absolument. Vrai. Les contenus sur étagère, c'est pratique, mais ça manque d'impact. Vrai et faux, ça dépend. Ça dépend de comment il a été réalisé. On va pouvoir développer aussi Ouais, cette partie plus tard. Le taux de complétion est le meilleur indicateur d'efficacité. Je dirais vrai et faux. C'est un des indicateurs d'efficacité. Je pense qu'il faudra le compléter par d'autres indicateurs pour être complètement efficient. Très bien. Et enfin, l'intelligence artificielle, c'est encore trop flou pour être vraiment utile pour les plateformes LMS aujourd'hui. J'aurais dit vrai il y a quelques mois. Je dirais faux aujourd'hui. Il y a quand même les outils qui ont énormément progressé, énormément de puissance développée par ces outils. Et je pense que quand on sait bien les manier, c'est un vrai atout dans une stratégie de digital learning et de formation en général. D'accord, on va pouvoir aussi développer cette partie-là un petit peu plus tard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore bien Dokeos, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch rapide ? Bien sûr, alors Dokeos, c'est une société qui existe depuis 21 ans, une société spécialiste dans le digital learning. On est éditeur d'une plateforme LMS du même nom, Dokeos LMS. On a plusieurs activités, on est éditeur de ce logiciel. On développe également une offre de contenu au travers de partenaires dont on distribue les contenus. On édite également un logiciel de classe virtuelle qui s'appelle Dokeos Live et qui vient compléter notre offre. D'accord, et vous travaillez du coup, j'imagine, avec pas mal de typologies de clients, des organismes de formation, des entreprises, des écoles. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont leurs besoins communs, si tu as réussi à les identifier, ou plutôt ce qui les différencie ? Je crois que ce qui revient systématiquement, c'est un besoin de simplicité des outils. S'il devait y avoir un dénominateur commun, c'est celui-là. Après, chaque client, tu l'as dit, il y a nous, on va travailler avec des entreprises qui font de la formation plutôt corporate, des organismes de formation, de l'éducation, etc. Là, les besoins vont être extrêmement variés d'un segment à l'autre et même à l'intérieur d'un segment. Mais ce qui serait le dénominateur commun, ça serait ce besoin de simplicité et d'efficacité, bien sûr. Et du coup, comment est-ce que vous, Dokeos, vous pouvez aujourd'hui être différenciant? Quelle est vraiment votre valeur ajoutée pour pouvoir répondre à l'ensemble de ces besoins avec des typologies très diverses? C'est effectivement, Dokeos, on est un LMS généraliste, donc on va adresser ces différents segments. La simplicité, je le redis, mais c'est vraiment notre focus, même notre obsession. Aujourd'hui, quand on développe quelque chose sur le LMS, ça doit être simple. Ça doit être simple non seulement pour les apprenants, puisque c'est la cible à la fin, il faut que ce soit facile pour eux de naviguer, d'utiliser le logiciel, et pas qu'il y ait un apprentissage déjà pour savoir comment utiliser le logiciel, ce n'est pas l'objectif. Donc être simple pour les apprenants, mais quelque part les premiers utilisateurs d'une plateforme LMS, ce ne sont pas les apprenants, ça va être les formateurs, les concepteurs de contenu, les administrateurs, et souvent ils sont oubliés au niveau de ces logiciels. Ouais. Ce qu'on essaye de faire nous, c'est d'avoir un outil qui soit simple aussi, et peut-être avant tout pour ces personnes. On estime qu'un formateur, un administrateur bien embarqué dans le logiciel, bien engagé, on utilise souvent ce mot, il va faire du bon travail, il va faire des produits qui seront intéressants et optimisés pour les apprenants qui prendront du plaisir à les suivre. Et est-ce que justement vous associez ces formateurs lorsque vous envisagez les roadmaps d'évolution de la plateforme ? Oui, systématiquement. Alors ça, c'est peut-être une particularité chez Dokeos. Dès qu'on engage un gros chantier d'évolution fonctionnelle de la plateforme, développement d'une nouvelle fonctionnalité, on va identifier 3-4 clients avec lesquels on travaille, qui parfois ont déjà exprimé le besoin ou qu'on a identifié comme potentiellement intéressés par ce besoin. Et on va travailler avec eux pour développer, pour créer le cahier des charges de la fonctionnalité et les avoir comme testeurs de la fonctionnalité dès le départ. Bien souvent,
ils ont des besoins, pour la même fonctionnalité, ils vont avoir un point de vue différent, ils vont avoir un besoin un petit peu différent. Notre rôle, ça va être finalement d'essayer de trouver le meilleur dénominateur commun, le moyen de le faire toujours de manière simple, parce que parfois on a des idées et puis on peut aller dans des choses très très exotiques pour adresser quelque chose qui pourrait être de manière très simple. Donc notre travail, ça va être justement de les aider à simplifier le besoin pour qu'à la fin, le produit, la fonctionnalité soit la plus utile possible. Puis c'est malin aussi parce que ça vous fait des ambassadeurs aussi. Absolument. Et ces ambassadeurs, on les embarque aussi dans la communication, dans le marketing de ces nouvelles fonctionnalités, puisqu'ils peuvent témoigner de l'intérêt et de l'efficacité de ces nouvelles fonctionnalités auprès de nos autres clients ou de nos différents prospects. Et du coup, vous avez vu chez Dokeos, j'imagine, le rôle du LMS évoluer au cours de ces dernières années. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, le LMS au cours de ces dernières années, je dirais qu'il y a encore quelques années, c'était une preuve d'une avancée, d'une maturité dans l'entreprise d'un point de vue digitalisation. Avoir un LMS, c'était quelque chose d'innovant il y a encore quelques années. Aujourd'hui, le LMS, c'est une commodité dans une entreprise. Toute entreprise qui a un tant soit peu une vision des évolutions technologiques va se doter, au même titre que d'un CRM ou d'un SIRH, va se doter d'un LMS. C'est un outil indispensable aujourd'hui dans une entreprise. Quelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, on ne fait pas de distinction, il n'y a pas de secteur d'activité plus avancé que d'autres sur l'adoption des LMS. C'est vraiment toutes les activités, qu'on soit dans le domaine public, dans le domaine privé, dans les écoles, etc. Tout le monde est en passe ou a déjà adopté une plateforme LMS. Donc c'est vrai qu'il y a de grandes tendances ces derniers temps où les plateformes souhaitent s'adosser à l'intelligence artificielle pour pouvoir faire par exemple de l'adaptive learning. Il y a aussi l'XP, la gamification. Est-ce que ce sont des choses vraiment qui intéressent vos clients aujourd'hui quand ils viennent à vous ? Est-ce que ce sont des choses que vous souhaitez adopter pour pouvoir justement répondre à un besoin de certains clients qui voudraient avoir un outil qui est innovant, ou est-ce que, comme tu le disais, la simplicité reste vraiment pour vous le principal objectif que vous poursuivez lorsque vous développez la plateforme et que vous la faites évoluer ? La simplicité reste phare. Nous, on fait très attention à pas être trop sensible aux sirènes de la mode. Et donc, il faut bien faire la part des choses entre ce qui est une mode et ce qui va être réellement utile au client final dans son projet. Donc évidemment, systématiquement, les clients qui viennent nous voir nous posent la question, par exemple, de l'intelligence artificielle, quand bien même elle ne serait pas utile ou quand bien même ils n'auraient pas formalisé un réel besoin concernant leur projet. À nous de leur expliquer comment ils peuvent, avec certaines fonctionnalités du LMS, répondre à ce besoin en termes d'intelligence artificielle ou utiliser des outils tiers qu'on va retrouver sur le marché. C'est vrai que si on parle de l'intelligence artificielle, ce qui est flagrant dans ce marché, c'est qu'on voit de très nombreux, tous les jours, on découvre un nouvel outil intéressant en termes d'intelligence artificielle, que ce soit pour animer de la formation, pour produire du contenu, quel qu'il soit, du texte, de la vidéo, etc., pour aider le formateur, pour aider l'apprenant, etc. Donc il y a une flopée de choses qui existent en termes d'intelligence artificielle, et on est encore qu'au début, on va voir apparaître plein d'autres choses. La question souvent, c'est est-ce que c'est à la plateforme LMS de développer ces outils, ou plutôt à la plateforme LMS d'être en capacité d'intégrer ces outils ou de faire monter en compétence les utilisateurs du LMS pour qu'ils soient suffisamment agiles et habiles à utiliser et à identifier les bons outils tiers qui vont leur permettre d'atteindre leur objectif. Mais justement, aujourd'hui, comment vous gérez la distribution des contenus tiers, comme ceux par exemple de Quark, puisque aujourd'hui nous sommes partenaires sur la Learning Box, Absolument. Notre catalogue de 1500 modules de compétences qui sont donc finalisés et que vous distribuez auprès de vos clients. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de l'intérêt justement d'avoir un catalogue comme ça qui est intégré directement à votre plateforme ? Oui, alors évidemment, les clients qui viennent nous voir, souvent ils ont deux besoins en termes de contenu.
Quand il s'agit par exemple des entreprises, les entreprises, elles vont avoir des besoins métiers très spécifiques, soit à leur industrie, soit à leur entreprise. Et donc là, c'est intéressant pour elles d'avoir un LMS, si possible doté d'un outil auteur pour être en capacité d'être autonome dans la création de leur propre contenu. Donc ça, c'est ce qu'on leur propose avec Dokeos. Mais bien souvent, ils ont aussi besoin de créer des choses qui existent. Déjà des choses transverses, des choses sur la réglementation par exemple. La réglementation, elle est la même pour tout le monde. Les méthodes de management sont les mêmes pour tout le monde, les méthodes de commerce sont les mêmes pour tout le monde, etc. etc. Même si chacun peut avoir un petit peu ses spécificités. Ce qui est intéressant, c'est de leur dire, voilà, vous n'allez pas perdre du temps à réinventer la roue. Il existe des choses sur étagère, dans ce catalogue notamment, que vous allez pouvoir utiliser pour gagner du temps, pour faire déjà 80% de votre parcours et éventuellement le compléter de 20% spécifique. On est dans une sorte de loi de Pareto. Faites 80% avec de l'existant et 20% avec du spécifique. C'est un gain de temps, c'est un gain aussi en qualité parce que produire des contenus très qualitatifs comme Quark peut le faire, c'est affaire de professionnels. Ça implique du matériel, du temps, des compétences d'un point de vue ingénierie pédagogique. Et donc, tant qu'à faire, autant utiliser le savoir-faire de pro et se concentrer sur les 20% restants, sur son expertise interne. Et justement, est-ce que tu as senti une demande croissante de contenu sur étagère, de contenu déjà prêt à l'emploi ? On sent une demande vraiment croissante pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, la formation digitale, c'est un moyen d'amener la formation en termes de culture d'entreprise, de transformer les entreprises en entreprises apprenantes. Et donc en permettant aux personnes, aux collaborateurs par exemple, et là je parle vraiment du corporate, aux collaborateurs de s'auto-former. De s'auto-former, d'avoir une proposition de contenu de formation qui va leur permettre d'évoluer dans leur métier de manière autonome. Et donc ça implique d'avoir une profondeur de catalogue importante pour répondre aux aspirations des uns et des autres, aux métiers des uns et des autres. Et donc c'est là que le catalogue sur étagère est extrêmement intéressant parce que quasiment plug and play, instantanément, on va pouvoir proposer une offre extrêmement large à ses collaborateurs pour répondre à cette demande. Les budgets de formation, qu'ils soient dans le privé ou dans le public ou dans l'éducation, ont plutôt tendance quand même à se réduire. Des postes dédiés complètement à des ingénieurs pédagogiques dans les entreprises, on est plutôt dans un marché où les choses ont plutôt tendance à être gelées. On n'est pas dans une énorme dynamique de recrutement sur ces métiers, même si on reste dans des nouveaux métiers qui gardent le vent en poupe. Mais donc, oui, le contenu sur étagère, là, va vraiment tirer son épingle du jeu dès lors que c'est du contenu qualitatif et en quantité ou plutôt en profondeur de catalogue. Et du coup, qu'est-ce que pour toi du contenu sur étagère qualitatif ? Quels sont les critères qui vont vous inciter à engager un partenariat avec un fournisseur de contenu comme Quark peut l'être ? C'est des contenus qui vont être... alors, il y a le fond et la forme, évidemment. Si on parle de la forme, c'est des contenus qui vont être bien médiatisés. Alors, médiatisés, aujourd'hui, on utilise beaucoup le format vidéo. C'est le format star aujourd'hui dans le digital learning, parce que les générations qui utilisent ces contenus sont très habituées aux plateformes social media, UGC, etc., type YouTube, Vimeo ou autre. Donc ce format, il est apprécié, il est adapté. Ces formats courts de petites capsules vidéo est très apprécié. Donc déjà, si l'éditeur de contenu a mis les moyens sur ce type de format, c'est intéressant. La variété des contenus également. Il faut que les contenus soient rythmés, ludiques. Ludique, ça ne veut pas... Alors, faut faire attention sur le terme ludique et la gamification. Il y a deux grandes familles de gamification. Il y a la gamification de l'expérience avec le fait d'attribuer des badges, des choses comme ça. Et puis il y a la gamification, et moi c'est celle que je préfère, c'est la gamification par le contenu. Rendre
une formation intéressante et qualitative, c'est aussi faire en sorte que les personnes ne décrochent pas, s'intéressent et aient envie d'y rester et une envie d'y revenir. Et donc la gamification, et ça peut être très simple, ça peut être par des quiz avec des formats variés. Si c'est bien posé, si ça fait bien écho au contenu, là on va être dans quelque chose de qualitatif. Un contenu qualitatif, pour moi aussi, c'est un contenu qui va au fond des choses. On a trop de contenu qui pourrait s'apparenter à des choses qu'on pourrait retrouver gratuitement sur YouTube en mode tuto. Voilà, un éditeur de contenu, pour moi, ce qu'il doit apporter en plus, c'est une valeur ajoutée par rapport à des offres gratuites qu'on va retrouver sur le net. Nous, on n'est pas dans l'agrégation de contenu gratuit que chacun pourrait retrouver. On est vraiment dans une proposition de valeur. On va proposer un catalogue fait par des professionnels qui va au fond des choses. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans le catalogue Quark, je fais un petit aparté sur le catalogue Quark, c'est qu'on est sur du contenu long. Dans le digital learning, il y a deux types d'offres sur le contenu. Il y a le rapid learning, des petites capsules très courtes qui correspondent à un besoin, qui correspondent à un public. Et puis, il y a les contenus longs, souvent plus exigeants parce qu'ils sont moins en surface, ils vont plus en profondeur dans les sujets. Bien souvent aussi répondre à des référentiels, à des blocs de compétences, des choses comme ça. Et donc ça, c'est intéressant, c'est assez unique sur le marché. Et donc voilà, je mettrai tout ça dans la recette d'un contenu sur étagère qualitatif. Très bien, très intéressant. Et est-ce que tu vois des cas d'usage typiques où justement la complémentarité plateforme et contenu joue à plein ? Alors oui, la complémentarité contenu-plateforme, elle est hyper importante dans le sens où aujourd'hui, le tout e-learning, c'est peut-être une recette qu'on a envisagée comme recette magique il y a encore quelques années, parfois contraint. Lors du Covid, c'était une recette magique contrainte. Au sortir du Covid, on s'est bien rendu compte que la formule magique, c'était plutôt le blended. Donc mélanger les approches. Et par blended, j'entends justement un mélange de e-learning avec des modalités synchrones. Les modalités synchrones, ce n'est pas forcément des choses où on va avoir des personnes qui vont échanger ensemble en live. Ça peut être aussi des exercices. Et là, la plateforme, elle joue un rôle très important, puisque quand on scénarise ces différentes modalités pédagogiques, il va falloir être capable de les scénariser de manière fluide. Il va falloir être capable de les scénariser aussi avec tout ce qu'on appelle, dans cette scénarisation, tout ce qui va être prérequis. Donc savoir mesurer la réussite pour avancer dans un parcours, pouvoir débloquer des choses au fur et à mesure, pouvoir alerter un formateur en cas de problème ou en cas de besoin d'aide, etc. Donc la plateforme, là, elle joue son rôle finalement d'intermédiation entre le contenu et l'apprenant. La plateforme, elle est aussi très importante pour répondre à des enjeux réglementaires. Bien sûr. Calliope, c'est un référentiel qualité qui invite les organismes de formation à adopter une approche du contenu et de l'accompagnement du stagiaire bien spécifique qui doit se faire par le moyen d'outils techniques ou pas, mais quand il s'agit d'outils techniques, le LMS va être un outil de choix. Et justement, on parlait en début d'interview lors du vrai-faux des KPI, donc des indicateurs clés qui peuvent renseigner sur l'efficacité ou non d'une formation. Absolument. Et tu nous disais que le taux de complétion, selon toi, n'était pas exclusif et qu'il y avait d'autres indicateurs qui étaient peut-être aussi pertinents, voire plus pertinents à suivre. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Des choses toutes simples. Les feedbacks à chaud. C'est toujours bien d'interroger les apprenants sur ce qu'ils ont pensé de la formation et de les interroger régulièrement avec des petites piqûres comme ça de feedback qui sont assez finalement, on va rester dans le jargon médical, donc des petites piqûres assez indolores mais qui vont permettre dans l'instant de savoir ce qu'a pensé l'apprenant sur tel ou tel contenu, sur la plateforme, sur les modalités, etc. Il faut se nourrir de ce feedback, c'est hyper important de se nourrir de ce feedback pour faire évoluer sa pédagogie, pour faire évoluer ses modalités pédagogiques, ses contenus, sa relation aux apprenants, les interactivités ou les interactions qu'on veut mettre en place dans le parcours. Donc voilà, je pense que le taux de complétion, c'est un bon indicateur. Les taux de réussite également, puisque c'est bien que la personne ait terminé une formation, c'est encore mieux si elle a appris des choses et qu'on peut le vérifier via de l'évaluation. Donc je pense que l'évaluation, c'est un des éléments
indispensable, essentiel dans ce type d'expérience. Et puis le feedback qui me paraît indispensable aussi. Très bien. Et est-ce que tu penses qu'un bon contenu peut renforcer l'envie d'utiliser une plateforme et réciproquement? Est-ce qu'une bonne plateforme peut renforcer l'envie d'utiliser, de visualiser un contenu? Ouais, je pense que c'est un combo. C'est vraiment un combo gagnant. Si on a un très bon contenu sur une plateforme qui apporte une mauvaise expérience, l'expérience globale va être catastrophique. Et inversement, on peut avoir la meilleure plateforme du monde et un contenu de mauvaise qualité. Et l'expérience sera détériorée aussi. Donc je pense que c'est vraiment le combo. Et j'utilise souvent ce terme de best of breed. Quand on est éditeur d'une plateforme LMS, notre rôle, c'est d'avoir la meilleure plateforme LMS possible. Quand on est éditeur de contenu, le rôle de l'éditeur de contenu, c'est d'avoir le meilleur contenu possible. Et c'est l'association des deux, donc chacun, les deux meilleurs dans leur domaine, qui vont apporter une expérience optimisée pour le client. Alors justement, tu parlais tout à l'heure des feedbacks qui vous sont faits par rapport à l'utilisation de la plateforme en elle-même, Dokeos. Oui. Est-ce que vous avez aussi des feedbacks qui concernent le contenu que justement vous administrez via cette plateforme? Et si oui, comment vous les gérez auprès de vos fournisseurs? Alors, quand c'est du contenu qui a été créé par l'entreprise elle-même ou l'école elle-même, on n'a pas de feedback, c'est leur contenu. Quand c'est du contenu sur étagère qu'on leur a proposé, dont on est distributeur, là aussi, on a rarement du feedback quand les clients sont contents. Ou alors, c'est du feedback de est-ce que vous avez prévu des nouveautés? Voilà, des clients qui vont être en attente d'avoir des nouvelles choses à proposer à leurs utilisateurs. On a parfois des feedbacks. Les feedbacks qu'on peut avoir, c'est un client qui ne va pas être content du contenu. C'est assez rare. Ça peut arriver si le contenu a été mal apprécié au départ. C'est assez rare. Et je dirais que la plupart du temps, concernant le contenu, on a assez peu de feedback. Un client heureux, c'est un client qui est souvent assez silencieux. Donc voilà. C'est dommage d'ailleurs. C'est dommage parce qu'on aime avoir du feedback de nos clients. Chaque année, voire 2 fois par an, on va voir chacun de nos clients pour... Fidéliser. Attends, je vais reprendre. Tu comprends sur le... C'est dommage. Non, chaque année, on va voir une grande partie de nos clients, chaque année, voire 2 fois par an, pour justement avoir du feedback sur ce qu'ils pensent du produit, sur ce qu'ils pensent de l'expérience avec nos équipes, etc. C'est important d'être dans l'évolution permanente, dans l'amélioration continue. Et donc, on essaye de faire ce travail. C'est souvent notre CIO qui fait ce travail. Et je trouve que c'est intéressant quand le CIO, comme ça, est impliqué à ce point-là auprès des clients pour prendre ses responsabilités et recevoir les bons feedbacks, les moins bons feedbacks, et justement accompagner l'équipe à toujours être dans cette progression. Mais c'est vrai que ça, pour la satisfaction du client, il y a l'aspect technique, les paramètres de la plateforme, tout ce qu'elle rend possible, les fonctionnalités, etc. La simplicité d'utilisation, tu l'as beaucoup souligné, mais dans la satisfaction client, il y a aussi justement cette relation client, je pense, qui est très importante. Et comment vous la gérez chez Dokeos? J'ai l'impression que vous êtes quand même très proche de vos clients, que pour vous, c'est important d'avoir un suivi qui est personnalisé et de créer vraiment un lien avec vos clients. Oui, tu as raison. Alors, c'est vrai que sur le marché, on demande souvent quelles sont les différences entre votre LMS et celui d'un autre, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop se mentir quand même. Les LMS, à 90%, on fait tous la même chose. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est évidemment la simplicité, le produit, l'ergonomie qui va être assez subjectif dans son appréciation par les clients. Mais ensuite, ça va être le service qu'on va rendre aux clients dans la proximité des équipes, dans le conseil qu'on peut apporter, dans la formation, dans l'onboarding. Et ça, nous, on y attache une importance très, très particulière. D'ailleurs, bien souvent, moi, je dis qu'on vend autant un produit qu'un service. Et cet accompagnement, on est très vigilant justement à ce que les interlocuteurs qu'on va avoir en interne pour nos clients soient très identifiés, que ce soit toujours les mêmes personnes, qu'il y ait un véritable relais identifié dans l'entreprise pour les accompagner sur les périodes d'onboarding et au long cours. Ça, c'est très important. Dokeos, on est une plateforme qui existe depuis 20 ans, mais qui investit finalement assez peu en termes de visibilité marketing. Vous nous voyez assez peu sur les salons ou dans les médias. Voilà. Nous, ce qu'on investit,
c'est vraiment dans le produit et dans nos clients. Donc on a des grosses équipes projets, hein. Plus de la moitié de notre équipe, ce sont ce qu'on appelle des Customer Success Managers. Ça, c'est la moitié de nos équipes qui sont là pour accompagner au quotidien les clients. C'est hyper important pour nous. Et qui connaissent, du coup, j'imagine, la plateforme. Qui connaissent la plateforme sur le bout des doigts et qui connaissent également les problématiques de nos clients. Chacun de nos chefs de projet va avoir une spécialité en termes d'industrie ou de segments. On a des chefs de projet qui sont spécialistes de la plateforme LMS. Ils ont tous une spécialité ingénierie pédagogique également, et on va en avoir qui vont être spécialisés sur les CFA. On va en avoir d'autres qui vont être spécialisés plutôt sur l'aspect RH, d'autres qui vont être plutôt spécialisés sur le domaine de la santé, qui est un des segments qu'on affectionne particulièrement. Et voilà, et à chaque fois, ils vont pouvoir être moteurs, pouvoir faire bénéficier de leur expérience, de leur connaissance auprès du client, avec cette expertise bien spécifique. Très bien, donc on parlait effectivement de l'accompagnement important que chez Dokeos vous proposez à vos clients via votre service Customer Success Management. Ouais. Et par rapport à justement cet accompagnement, est-ce que vous avez plutôt misé sur un accompagnement humain pour faire de l'adaptive learning ou sur votre plateforme et éventuellement des prédictions par intelligence artificielle qui pourraient proposer des ingénieries de parcours de façon automatisée? Alors, nous, on est vraiment sur l'humain. Donc ça va être des ingénieurs pédagogiques chez nous qui vont accompagner les clients à formaliser leur parcours, à réfléchir à la scénarisation de leur contenu, à l'architecture également de la plateforme. On va vraiment être sur l'humain. On a des projets sur la partie intelligence artificielle. Ça reste pour l'instant des projets en maturité et en développement, mais plutôt des choses pour 2026. Et sur l'IA, par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on accompagne les clients dans leur réflexion sur l'adoption de certains outils d'IA, justement sur de la production. Ça, c'est très bien. Donc toujours sur l'intelligence artificielle, j'imagine que chez Dokeos, vous avez aussi un devoir de conseil par rapport à vos clients pour aussi les accompagner, les sensibiliser, peut-être d'une certaine manière les éduquer aussi à... voilà, il y a tellement de choses qui sortent aujourd'hui, c'est compliqué de faire de la veille sur tout, beaucoup de marketing se fait sur des tas d'outils qui sont remplacés un jour par les outils du lendemain. Comment est-ce que vous gérez ça chez Dokeos? Alors, c'est intéressant parce que tu as utilisé le terme éducation. Et je crois que notre rôle d'expert sur ce marché du digital learning, c'est justement d'être en veille sur tout ce qui se fait dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'être capable d'orienter les clients vers les outils, pas forcément des outils qu'on a développés, mais des outils du marché qui vont leur permettre d'arriver à leur fin. Il y a un truc que je trouve assez intéressant dans le domaine de l'IA, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai consensus autour ce qu'on appelle le prompt engineering. Comment prompter une IA, ça c'est une vraie compétence pour laquelle il y a consensus. Quel que soit l'outil d'IA génératif qu'on va utiliser, on va la prompter de la même manière. Moi je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est ce qu'on propose chez Dokeos, c'est d'accompagner les clients à l'art du prompt et à l'identification des outils qui vont leur permettre d'atteindre leur objectif. Certains clients ont besoin d'un outil pour créer de la vidéo et automatiser de la vidéo. D'autres ont juste besoin d'un outil qui va leur permettre de générer le plan de la formation, de générer du quiz, etc. By the way, on a dans Dokeos un outil qui permet de générer automatiquement via l'IA des quiz et des évaluations. Ça, c'est des choses qu'on a déjà intégrées aujourd'hui. Mais voilà, d'autres outils peuvent aussi venir compléter cette offre. Je crois qu'aujourd'hui, on doit rester hyper agile, hyper curieux sur le marché et sur toutes ces innovations technologiques, pas se fermer à un outil. Voilà, et apprendre à être curieux et à être compétent dans cet art de prompter et de manier ces différents outils. C'est là qu'on va plutôt amener les clients. L'autre chose aussi, c'est que les clients peuvent être assez volatiles, un petit peu comme dans le foot, où on a chaque année ou plusieurs fois par an un mercato. Eh bien, vous avez des clients qui vont passer d'une plateforme à l'autre. Il faut faire très attention à ne pas développer une compétence liée à l'IA dans un outil
et puis le jour où on change, perdre cette compétence parce que les outils ont changé. Donc c'est vraiment important, je pense. En règle générale, dans ce genre de projet technologique, c'est intéressant de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de rester curieux et ouvert sur tout ce qui existe dans l'écosystème. Le LMS, comme je le disais tout à l'heure, restant un outil de diffusion, de suivi, et il doit être bon dans cette vocation-là. Oui, tout à fait. Et après, ça m'intéresse, tu parlais donc d'une brique qui permet de générer automatiquement des quiz, c'est ça? C'est des quiz d'évaluation ou plutôt d'ancrage des connaissances ou les deux? Alors, on va être sur de l'évaluation. De l'évaluation? Principalement sur de l'évaluation. D'accord. Soit à partir d'un simple prompt, soit à partir d'un corpus de documents qui va être analysé, qui va générer automatiquement des sets de questions. Donc ça, c'est assez utile pour de l'entraînement, pour de l'évaluation finale, pour du positionnement éventuellement, puisqu'on a une brique de test de positionnement qui est vraiment intéressante et qui va nous adapter, qui va nous amener vers de l'adaptive learning, puisqu'en fait, dans Dokeos, tu vas commencer par la case test de positionnement, évaluer ton niveau, tes connaissances, pour aller être embranché vers telle ou telle formation qui va correspondre à ton niveau et qui va te permettre d'évaluer tes connaissances et tes compétences au fur et à mesure. D'accord, c'est très intéressant. Et côté back-office, vous êtes confronté à quoi comme défi technique là, pour 2025 ? Alors les défis techniques, il y en a plusieurs. Il y a toujours le défi de la sécurité. Ah oui. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Il y a encore quelques années, les DSI, les organismes de formation, etc., nous interrogeaient assez peu sur les niveaux de sécurité des plateformes. C'était un sujet, mais ce n'était pas un sujet qui était particulièrement pris au sérieux. Sauf dans certains cas particuliers ou de très grosses boîtes ou très sensibles. Aujourd'hui, c'est obligatoire quasiment dans n'importe quelle entreprise ou organisme de formation. La sécurité, les questionnaires sécurité sont aujourd'hui monnaie courante et donc on doit être très vigilant justement à avoir une plateforme très sécurisée, très partitionnée, dans un environnement, un hébergement extrêmement fiable, des backups très réguliers. Voilà, le chiffrage des données, évidemment, les données des utilisateurs qui ne fuitent pas, ça c'est évidemment une exigence très très forte. Des tests d'intrusion réguliers, ça c'est aussi une exigence qu'on s'appliquait déjà, qui est aujourd'hui exigée par de nombreuses entreprises, de pouvoir tester justement la robustesse de l'infrastructure technique. Et est-ce pour ces raisons justement de sécurité que vous avez fait le choix d'avoir pour chacun de vos clients vraiment une plateforme dédiée, un environnement fermé ? Alors ça, c'est intéressant, tu connais bien la plateforme. Je la connais, effectivement. effectivement, chaque client a une instance qui lui est dédiée et qui permet vraiment d'avoir, si je parle vulgairement, d'avoir des choses très étanches les unes des autres. C'est également extrêmement intéressant dans des cas où vous avez, par exemple, des utilisateurs qui vont être amenés à utiliser notre plateforme via différents biais. Imaginons une personne qui est dans une entreprise et qui va suivre des formations via différents organismes de formation, tout équipé de la plateforme Dokeos. Bien, vous pourriez avoir des cas où le fait que la personne soit la même avec le même email, par exemple, ça puisse provoquer des problèmes entre ces différentes plateformes. Le fait que chez Dokeos, on isole bien chacune des plateformes, là je rentre dans des considérations un petit peu techniques, mais ça permet d'éviter justement ces problèmes d'identification des personnes et de permettre de passer d'une plateforme à l'autre sans difficulté. Très bien, très bien, très bien. Et concernant les SIRH, on a parlé de conformité RGPD, API, jusqu'où vous allez justement sur cette partie-là ? On va très très loin. Et c'est une des grandes forces de Dokeos, c'est la puissance de notre API. Une API ou une API, selon la manière dont on le prononce. Donc c'est ces systèmes qui vont permettre de faire communiquer différents logiciels les uns avec les autres. Chez Dokeos, comme je disais tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est d'être le meilleur LMS possible. Mais on n'a pas vocation ni la prétention d'aller développer
un outil de gestion administrative de la formation ou un SIRH ou un CRM ou autre. On veut rester les meilleurs dans notre domaine, best of breed, comme je disais tout à l'heure. Par contre, évidemment, il faut que notre LMS puisse échanger et être intégré dans l'écosystème technique. Et c'est pour ça qu'on a développé cette API très puissante qui va nous permettre de créer des ponts entre tous ces environnements. Aujourd'hui, on travaille énormément avec des logiciels de gestion administrative. Je pense par exemple à Dendreo, je pense à Ipareo par exemple, qui sont des logiciels qui permettent aux organismes de formation de gérer tout l'administratif de leur entreprise ou de leur organisme de formation. Aujourd'hui, grâce à ces interfaçages, et c'est notre rôle, on va créer des expériences utilisateurs extrêmement fluides qui vont donner la sensation à l'apprenant finalement qu'il n'y a qu'une seule plateforme. Voilà. Et ça, c'est ce travail de faire communiquer les choses entre elles en proposant une expérience extrêmement fluide, extrêmement simple, sans porosité, qui va faire une grande différence, qui va être un grand gain de temps pour les équipes qui gèrent ces outils, qui va être très facilitant pour les apprenants, qui va être un gain de temps, mais un gain également financier, puisqu'on ne va pas justement avoir des personnes mobilisées à retraiter de la donnée, à la faire basculer d'une plateforme à l'autre. Tout ça va être intégré dans des processus, dans des workflows qui vont être entièrement automatisés. Et est-ce que tu as une idée du nombre maximum d'outils qui ont pu être justement connectés à votre plateforme via API ? J'en ai aucune idée, mais en tout cas, oui, j'ai des clients très technophiles qui se sont amusés à connecter beaucoup d'outils, que ce soit des outils via des protocoles comme le LTI par exemple. LTI, ça signifie Learning Tools Interoperability, donc c'est un protocole qui permet de connecter par exemple, je pense à des partenaires comme WooClap. On va pouvoir intégrer comme ça le logiciel WooClap dans Dokeos ou des logiciels d'émargement électronique. On va pouvoir intégrer des CRM, on va pouvoir intégrer des outils de correction par les pairs, des outils de vérification de copie, etc., etc. Il y a plein d'outils qu'on peut connecter. Et aujourd'hui, les technologies, par exemple les technologies du no-code, facilitent énormément ces intégrations entre les différents logiciels via des Zapier ou des Make ou des logiciels comme ça qui permettent finalement, exactement, Nuiten, qui permettent presque à n'importe qui de développer des interfaces entre différents logiciels dès lors que les API sont bien fichues, sont bien documentées et sont complètes en termes de points de connexion. Très bien, très intéressant. Écoute, Nicolas, on va bientôt arriver à la fin de cet échange. Déjà ? Et oui, déjà, c'est passé vite. C'est passé vite. Absolument. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger plus avant. Je vais terminer en te posant quelques questions, des questions flash en fait. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un buzzword que tu aimerais qu'on oublie ? Oui, il y en a quelques-uns. Je pense par exemple à LXP, LEP. Des termes très marketing finalement qui désignent un LMS ergonomique ou bien fichu, mais finalement tous les LMS nouvelle génération pourraient rentrer dans cette case. Moi j'aimerais qu'on utilise le mot LMS ou LCMS qui dit ce que ça fait et qui n'est pas présomptueux. Voilà. Et à l'inverse, est-ce que justement il y a une innovation dont on ne parle pas suffisamment et que tu trouves sous-cotée aujourd'hui en matière de digital learning ? Oui, je trouve qu'il y a justement, on parlait des intégrations, je trouve que le protocole LTI est pas assez connu, et pas assez utilisé. Je trouve que tout ce qui va permettre de faire communiquer les outils les uns avec les autres facilement, ça c'est un énorme levier pour faire avancer ce monde du digital learning. Très bien. Et si tu devais donner un conseil à un responsable de formation qui voudrait monter son campus digital ? Qui voudrait monter son campus digital, je lui dirais de faire les choses, c'est-à-dire de se lancer et de pas attendre pour déployer, d'avoir quelque chose qui lui paraît parfait. Parce que je pense que on apprend en faisant. On optimise en faisant, en récoltant du feedback.
Et le pire dans le digital learning, c'est de rester sur une feuille blanche, figé sur sa feuille blanche. Donc de développer, d'essayer des choses, d'être curieux, d'être extrêmement curieux sur ce qui existe sur le marché et de développer, de ne pas rester bloqué sur son sujet, quoi. Très bien. Donc pour finir, en un mot, le monde de la formation de demain sera ? Je dirais connecté ou interconnecté, puisque voilà, je pense qu'une des belles formules, c'est de faire travailler des outils les uns avec les autres de la manière la plus synchronisée possible, la plus automatisée possible. Et donc voilà, cette connexion entre les outils pour avoir une galaxie d'outils me paraît intéressant. Merci Nicolas pour ce tour d'horizon très complet. C'est très précieux pour nous d'avoir un éditeur de plateforme qui nous explique comment il peut faire évoluer sa plateforme et aussi son dispositif, son organisation pour toujours coller au plus près aux besoins des apprenants, mais également des responsables de formation. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à le noter sur Spotify ou sur YouTube. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci Tania.